Triplex. Et nous avons, pour clôturer cette journée, le plaisir d'accueillir Monsieur Bernard Benamou pour la clôture de ces travaux, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Monsieur Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, qui était effectivement la grande thématique de cette 4e édition du Cloud Independence Day. Monsieur Benamou, c'est à vous. Merci à vous tous. Merci effectivement pour cette invitation. Merci aux courageux qui ont effectivement, depuis des heures matinales, souhaité suivre la totalité de ces débats. Et effectivement, j'allais dire, habituellement, une intervention de clôture a pour but d'ouvrir et parfois effectivement de dégager des pistes d'avenir. Et comme le diraient à la fois les médecins et les ingénieurs, il n'est de solution pour l'avenir qui ne repose sur des diagnostics lucides, efficaces. Et dans ce domaine, puisqu'il a été question d'ailleurs à l'instant des travaux européens, de l'agenda de Lisbonne et de quelques autres, il nous faut lucidement regarder la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous Européens, et nous Français bien sûr, dans ces domaines. Nous avons, avec constance, échoué à nous imposer comme une puissance dans le domaine numérique. Nous avons loupé l'essentiel des virages qui nous permettaient de rester effectivement l'une des régions de pointe dans le monde dans ce domaine. Pour ceux d'entre vous qui ont plus de 25 ans, nous avions le premier fabricant mondial de téléphones qui a été désintégré en l'espace de 5 ans. Nous avions effectivement de grands offreurs de solutions dans pratiquement tous les domaines des technologies. Aujourd'hui, pour l'essentiel des technologies clés pour l'avenir, qu'il s'agisse effectivement du cloud, qu'il s'agisse des technologies d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse des nanotechnologies, et on pourrait continuer, nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Nous avons les meilleurs cerveaux qui participent grandement à l'édification des travaux des GAFA en matière, par exemple, d'intelligence artificielle, avec M. Lecun et quelques autres qui sont basés à Paris. Nous avons effectivement les toutes meilleures écoles du monde. Nous avons les cerveaux qui, très largement, se font aspirer par la Silicon Valley. Et de l'autre côté, effectivement, maintenant commence à travailler, il en a été question avec le projet dont le nom n'a pas été cité tout à l'heure, le projet chinois de crédit social, le terme en lui-même déjà assez évocateur de notation totale des individus du pays. Par définition, nous devons faire ce constat avant que d'envisager quelque autre action dans ces domaines. Pour avoir été à l'œuvre, à la fois auprès du gouvernement, auprès des instances internationales, européennes, onusiennes, dans ces domaines, la première des remarques que nous faisaient les gens du département d'État, nos homologues américains, par rapport à l'Europe, c'était l'Europe, combien de divisions industrielles ? Reprenant la phrase célèbre, le pape, combien de divisions ? Nous n'existons pas tant que nous n'avons pas une existence industrielle. Toute forme de réflexion politique, stratégique sur l'indépendance, la souveraineté numérique n'aura de sens que si elle s'appuie sur un renouveau industriel dans ces domaines. Or, pour l'instant, de renouveau, il n'y a pas. Et c'est pour ça, effectivement, que je ne souhaitais pas apparaître comme trop sombre, mais il faut effectivement en prendre la mesure. Je vous citerai un exemple qui m'a infiniment choqué ces derniers temps. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Savez-vous qui a été nommé ambassadeur mondial pour la French Tech ? Monsieur C. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. Monsieur John Chambers, patron de Cisco. Et je précise que ce n'est pas une nomination de pacotille, ce n'est pas effectivement un colifichet qu'il a pu effectivement retenir sous forme de ruban. Non, c'est une réalité. Lorsque le président s'est rendu en Inde il y a peu, la délégation de start-up qui a rencontré donc Invest India, c'est-à-dire leurs homologues indiens, était chapeautée par M. John Chambers, French Tech Global Ambassador. Tant que nous ne prenons pas conscience qu'il est des signes qui, envoyés à l'écosystème, peuvent se révéler à ce point négatifs, toute réflexion, et je le dis, ne pourra se baser effectivement que sur des récriminations. Et je vais citer non pas l'actuel président des États-Unis, mais le précédent, Barack Obama, qui, lorsqu'il parlait de l'Europe, disait « ce ne sont pas pour des raisons éthiques ou philosophiques, puisque vous venez d'avoir un débat sur les questions effectivement de droits de l'homme, ce ne sont pas des questions éthiques ou philosophiques qui font que les Européens nous attaquent sur les données et la protection des données, c'est simplement parce qu'ils sont jaloux de notre industrie. » Et vous voyez, ce propos qu'on aurait très bien imaginé de l'actuel président, c'est le précédent qui les a tenus. Donc il faut bien avoir en tête que nous devons défendre des principes et des valeurs, ça a été dit,
et je pense que non seulement c'est en accord avec ce qui fonde l'Union européenne, ce qui fonde effectivement les valeurs qui nous ont permis de nous développer en tant que région dans le passé, mais c'est aussi, et c'est là où effectivement il y a des pistes d'avenir intéressantes, c'est aussi face à la crise que nous venons de connaître, crise de confiance autour par exemple de l'affaire Cambridge Analytica, donc de Facebook et autres, et je précise qu'elle est loin d'être terminée. Des répliques, comme diraient les sismologues, sont en cours et continueront effectivement d'exister sur des centaines de cas similaires. Lorsque vous écoutez les 13 heures d'audition de Mark Zuckerberg au Congrès américain, qu'il s'agisse effectivement du Sénat ou de la Chambre des représentants, vous verrez effectivement que lorsqu'on lui pose la question sur combien d'autres sociétés pourraient être visées, il n'est même pas à même de le dire. Ça se chiffre probablement en centaines, peut-être même en milliers. Et donc, par définition, il faut bien avoir en tête que cette crise de confiance nous amène à un point que certains appellent un risque de crise systémique. C'est-à-dire un risque que l'ensemble des organisations et des individus finissent par se demander s'ils n'ont pas plus de danger ou plus de risque à prendre en utilisant telle ou telle technologie, de réseau social ou autre, ou de cloud ou d'autres, qu'à ne pas les utiliser. Ce risque de confiance systémique, c'est ce que craignent par-dessus tout les grandes sociétés. Ce qui a fait d'ailleurs que Zuckerberg a été obligé de lâcher du lest, de promettre effectivement un comportement plus vertueux pour l'avenir, parce qu'il sait très bien que cette crise de confiance le toucherait frontalement, lui, ainsi que les entreprises qui sont, comme on dit dans nos jargons, data-centric, qui reposent essentiellement sur l'usage de la donnée. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que le conflit à peine voilé qui existe maintenant entre certains GAFA, Apple par exemple, et Facebook est intéressant, parce qu'on voit maintenant les tenants, entre guillemets, du hardware qui disent aux gens des solutions logicielles et des applications, nous ne pouvons pas aller dans votre chemin parce que ça risque de remettre en cause la confiance de nos usagers, donc nous allons bloquer progressivement telle ou telle application, tel ou tel système de suivi, de tracking. Confère la conférence d'hier d'Apple, où il était question effectivement de systèmes qui permettraient encore plus de bloquer le tracking ou le micro-targeting, comme on dit dans ce métier, donc le profilage ultra personnalisé des individus, parce qu'on se rend bien compte qu'à terme, ça devient effectivement un danger en termes de confiance, en termes de développement démocratique de nos sociétés, ce à quoi étaient particulièrement sensibles les parlementaires donc des deux chambres aux États-Unis, parce que par définition, et on le voit bien ici en France aussi, avec la loi qui est en ce moment en préparation sur les fake news, on se rend bien compte que ça touche le politique, ça ne touche pas que l'économique, ça ne touche pas que la relation avec le client, comme diraient les instances de régulation américaines, la FTC, non, ça touche les fondamentaux démocratiques de nos sociétés. Et si nous n'y prenons garde, si nous laissons se développer des modèles économiques toxiques, comme l'était justement Cambridge Analytica, si nous laissons ces modèles économiques se développer comme ils se sont développés ces dernières années, alors oui, le retour en arrière ne sera pas possible. Et donc, ce qui a été dit, ce qui a certainement dû être abordé à de nombreuses reprises aujourd'hui, à savoir les règlements européens qui commencent à être mis en place, et fort opportunément, et je précise, il n'y a pas du tout de volonté de coïncidence des calendriers. Pour ceux qui ne sauraient pas, le RGPD a commencé à être élaboré en 2012, il y a 6 ans. Donc par définition, ce règlement tombe remarquablement pour nous, parce qu'il oblige les sociétés américaines, il oblige, y compris même les sociétés asiatiques, à se poser des questions par rapport effectivement à l'ensemble de leur écosystème. Vous avez de très nombreuses sociétés qui maintenant ont décidé d'étendre, y compris aux citoyens américains, les protections normalement requises par les citoyens européens sur le RGPD. Ceci n'est pas la fin de l'histoire. Par définition, Facebook, on l'a vu, est extraordinairement prudent et ne considère pas qu'il faille effectivement avoir une règle commune à l'ensemble de ses utilisateurs, et on le comprend parce que leur modèle économique en dépend. La question pour nous, Européens, sera de savoir si nous sommes capables de développer une troisième voie, comme on dit. Troisième voie, c'est quoi? C'est une voie qui soit différente du laisser-faire qui a été à la base de la situation actuelle, donc en termes de non-régulation par les États-Unis. À l'opposé, c'est la version chinoise dont je vous parlais sur le crédit social, avec une vision de contrôle politique total des populations. Et je précise que ce ne sont pas les seuls. La Chine existe dans ce domaine de manière particulièrement visible, mais la Russie fait exactement la même chose. Et d'autres pays encore s'interrogent sur le fait, effectivement,
d'empêcher, de censurer certaines applications, de contrôler effectivement leur population, de contrôler effectivement tous les risques de dissension politique qui peuvent exister. Et par définition, nous, pour des raisons exactement inverses, devons parfois prendre les mêmes solutions. Je m'explique. Vous avez peut-être entendu parler d'un principe qu'on appelle le data residency, c'est-à-dire l'obligation de résidence des données sur le territoire européen. Je précise que certains pays comme l'Allemagne y réfléchissent activement. Je crois qu'à terme, et on le voit, la crise qui s'est produite fera que l'obligation de résidence des données sur le territoire européen deviendra une évidence. Je précise, là encore, que le président Trump, à peine ayant mis effectivement, étant installé dans ses fonctions en janvier 2017, a passé un texte, un executive order, une ordonnance, qui enlève toute forme de protection légale aux citoyens non américains lorsqu'il est question de la surveillance par les entités américaines. Ce faisant, tous ceux qui avaient négocié en urgence le précédent accord transatlantique, vous savez, le Safe Harbor ayant été cassé, il a été modifié et effectivement repassé sous forme de Privacy Shield, donc le bouclier de protection de la vie privée. Ce Privacy Shield est de facto mort-né. De facto, tous les juristes européens vous diront qu'à terme, il ne tiendra pas. Il est déjà attaqué et il le sera, comme l'a été son prédécesseur. À terme, on voit même que les GAFA sont déjà en train de construire très largement et d'investir massivement dans des data centers en Europe en prévision d'un durcissement des législations et des réglementations européennes dans ces domaines, parce qu'ils savent qu'effectivement le Cloud Act, puisque nous avons une journée qui est basée effectivement sur le Cloud Act empêchera toute forme de souveraineté européenne, toute forme effectivement de contrôle juridique sur la donnée, de contrôle sur ce que peuvent faire les différents acteurs dans ces domaines. Donc par définition, à un moment donné, ce qui est vrai en Chine, où par exemple Apple a été contraint d'installer tous les data centers de ses clients iCloud sur le territoire chinois via des filiales chinoises, de la même manière, effectivement, nous, pour des raisons exactement inverses, devrons faire en sorte que les données des Européens soient traitées sur le continent européen. Ce n'est pas en soi, ce n'est pas suffisant, mais c'est une condition indispensable pour les temps à venir. Je préciserai, puisque je vous parle de l'Union européenne, je reciterai les propos d'un des directeurs juridiques de la Commission européenne, M. Paul Nemitz, qui disait, et c'est un propos que je vous invite à méditer, il disait, de la même manière que l'écologie politique est née en Europe, vous savez, dans les années 70, 80 et au-delà, qui a mené jusqu'à la COP 21 et aux accords internationaux dans ces domaines, eh bien de la même manière pourrait naître un mouvement européen sur la protection des données, protection au sens complet, c'est-à-dire protection au sens de sécurité, protection au sens de protection de la vie privée, et parce que ces deux notions sont maintenant indissolublement liées, de manière à faire en sorte effectivement que l'Europe puisse apparaître comme une région de référence. Tout à l'heure, il était question de l'image de la France en matière effectivement de droits de l'homme. Je crois que l'Europe a une carte essentielle à jouer parce que la confiance, loin d'être, comme par le passé on l'imaginait sur la protection des données par exemple, un frein au développement industriel, est devenue un critère de choix, un critère de plus en plus important désormais pour l'ensemble des acteurs économiques. Ceux qui ne se sentiront pas dans un climat de confiance suffisant voteront avec leur clic, comme on dit, et se retireront de telle ou telle plateforme qui sera jugée comme peu sécurisée ou à risque par rapport à leurs données. Et donc, par définition, je crois que ce rebond industriel que nous devons à tout prix tenter de mettre en œuvre, essayer de comprendre le plafond de verre qui s'est installé, qui fait que nous avons d'extraordinaires start-up qui ne grandissent jamais. Jamais. Nous avons une licorne de plus d'1 milliard, enfin valorisée à plus d'1 milliard, dans le domaine des services, c'est Blablacar, que je connais bien puisque je les avais financés quand j'étais au ministère de la Recherche, quand ils étaient une toute petite société. Par définition, au vu de notre patrimoine, je dirais, culturel, scientifique, technologique, cette position, au sein de l'Europe qui elle-même est très peu représentée parmi les grandes start-up et parmi les sociétés majeures dans le domaine numérique, je précise que l'une des plus grandes, c'est Spotify, donc chez nos amis scandinaves. Mais en dehors de ça, nous n'avons pas de lettres à rajouter aux acronymes GAFA, Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, ou BATX pour les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Nous n'avons pas de lettres aujourd'hui à rajouter. Nous devons à tout prix de pouvoir le faire, parce que si nous ne faisons pas toute revendication juridique, politique, tombera de facto dans une impasse. Donc c'est à cela que je vous invite à réfléchir, parce que tout le travail que nous devons faire, c'est faire remonter cette demande de plus en plus nette
pour que des trajectoires spécifiques, des secteurs spécifiques, comme on le voit aux États-Unis, où on voit la puissance publique qui investit massivement. Le mythe de l'entrepreneur dans son garage est un mythe à l'exportation. De facto, sur le terrain américain, c'est un pays qui défiscalise à gros bouillon, qui aide massivement ses entreprises dans des secteurs clés. Demandez à Tesla de combien ils ont bénéficié pour installer leur usine dans le Nevada. Ils ont bénéficié de plusieurs milliards de dollars d'exemption fiscale. Par définition, nous devons d'arrêter cette vision du marché libre et non faussé. Vous vous souvenez de cette histoire, ce qu'on racontait aux petits-enfants il y a longtemps, pour arriver effectivement à quelque chose de plus réaliste, c'est-à-dire choisir des secteurs clés dans lesquels l'Europe doit être présente, sous peine de ne simplement plus exister sur le plan économique, industriel et politique dans les décennies qui viennent. Et pour moi, il y en a 3, ou 4 si on élargit un peu le scope. 3 secteurs clés: la santé connectée, avec toutes les problématiques de protection de la donnée de santé qui deviennent gigantesques, parce que pratiquement toutes les données peuvent désormais être reliées de près ou de loin à des données de santé ou à des données sensibles par rapport aux individus, et on le voit en plus maintenant dans tout ce qui est profilage. Santé connectée, énergie-environnement, qui sont un même énorme secteur, avec la maîtrise de l'environnement et la maîtrise des réseaux énergétiques. Et enfin, transport, avec évidemment la venue imminente des voitures connectées, mais surtout des voitures sans pilote dans les temps à venir. Si nous ne sommes pas présents de manière décisive sur ces 3 ou 4 grands secteurs, toute forme d'intervention sera inadéquate. Lorsque dans le passé, je ne citerai pas le ministre qui en a été l'auteur, on mettait en place des plans pour 34 filières industrielles, ça n'avait pas de sens. Il nous faut choisir des secteurs clés. Des secteurs clés, secteurs d'application, et des technologies clés. Intelligence artificielle, nanotechnologie, robotique, évidemment. Il nous faut effectivement choisir nos combats. Si nous ne les choisissons pas, par définition, nous serons soumis à des affaires à répétition, comme l'a été l'affaire Cambridge Analytica, dont je précise qu'on ne parle que de son volet américain, mais qui a touché évidemment le Brexit en Angleterre, et qui a certainement eu l'occasion, dans les 32 pays où ils ont eu l'occasion d'influer sur des élections, certainement eu un impact non neutre sur le devenir européen. Par définition, nous devons désormais, effectivement, d'agir dans ces domaines avec cette lucidité qui a manqué, et qui a manqué terriblement à nos pays, à nos administrations, à nos décideurs politiques, parce que tout simplement, il y a une forme de molle résignation sur le mode, quelque part, peut-être avons-nous loupé trop de trains, c'est peut-être trop tard. Non, non, les cycles sont de plus en plus courts, les places ne sont absolument pas décidées pour les prochaines générations de technologies de l'Internet des objets, ce qui nous concernera très vite, très bientôt, dans notre environnement à la fois industriel et de société. Et comme je vous le disais, sur la santé connectée, sur l'énergie connectée, nous avons une place particulière, tout particulièrement parce que la protection environnementale confère ce que disait Paul Nemitz justement sur le parallèle entre l'écologie et la protection des données, parce que justement nous avons une préoccupation environnementale plus grande, par définition, cela pourrait déboucher effectivement sur des capacités de marché au niveau européen bien plus grandes encore. Donc par définition, je crois que l'affaire n'est pas close, mais si nous ne prenons pas en compte ce qu'a été effectivement notre paysage industriel dans ces domaines depuis, je dirais, ces 15 ou 20 dernières années, depuis en gros l'avènement du web grand public, 25 ans en gros, si effectivement on ne prend pas en compte cette réalité-là, je vous le répète, toute forme de récrimination se heurtera à une sourde oreille et surtout à un mur évident de la part de nos interlocuteurs, à la fois effectivement asiatiques et évidemment américains. Merci beaucoup, Monsieur Benamou. Un grand merci. Un très grand merci pour cette clôture et puis donc le besoin de faire des choix et faire preuve de lucidité. On va rester sur cette terminologie. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour ce Cloud Independence Day.